Bonjour, bienvenue sur ce webinaire sur diversité et médias. Je me présente, je suis Nathalie Ducongé, directrice de la communication du réseau Les Entreprises pour la Cité. Je vais tout de suite accueillir les différents intervenants, à commencer par Jaleb Radea. Bonjour Jaleb, vous êtes donc directrice projet diversité, inclusion et égalité des chances au groupe Vivendi, mais également référente diversité pour les chaînes du groupe Canal+, auprès du CSA. Bienvenue. Hélène Camouilly, je fais par ordre alphabétique. Bonjour Hélène, vous êtes directrice déléguée à la diversité des programmes chez France Télévisions. Sybille Lemaire, bienvenue Sybille, directrice exécutive du groupe Bayard Presse. Nous avons également Géraldine Hill. Alors, vous êtes chef département mission cohésion sociale au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et puis nous avons également Yen Tanguy qui n'apparaît pas, mais qui va venir nous rejoindre en fin de webinaire pour conclure ce dernier. Alors, juste pour des questions un peu techniques, vous avez la possibilité de poser des questions, même si nous avons un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin du webinaire de 5 minutes. Vous avez une colonne en haut à droite de votre écran pour poser vos questions. Pour toutes les difficultés techniques que vous pouvez rencontrer, il y a un chat qui est prévu à cet effet. Je salue la présence également de Victoria qui fait partie de l'équipe des entreprises pour la cité qui répondra à toutes vos questions si vous avez des petits soucis de son, de lumière ou de quoi que ce soit ou d'image. Voilà, nous allons commencer ce webinaire. Alors pourquoi la diversité dans les médias, véritable enjeu pour une société et une entreprise plus inclusive? Il apparaît que le défi d'une plus grande représentativité dans les médias à l'heure d'aujourd'hui apparaît comme un défi majeur et anime à peu près tout le débat. Il apparaît que parce que les médias ont un rôle majeur d'information, ils se doivent d'être exemplaires dans le domaine. Donc la diversité, c'est un mot qui a fait son chemin, a commencé en 2004. Pour rappel, il y a une trentaine de représentants d'entreprises qui ont décidé de signer la charte de la diversité. Et puis, 2 ans plus tard, eh bien, écoutez, l'État a fait appel au CSA dans le cadre de la loi pour l'égalité des chances pour qu'il veille à une plus grande représentativité de la société dans l'audiovisuel. En 2009, l'État a même créé un label diversité pour récompenser les représentants et les dirigeants qui auraient des bonnes pratiques en termes de discrimination, contre la discrimination. Donc, on peut dire que le terme diversité a fait son chemin et pourtant, quand on voit le dernier baromètre de la diversité qui a été publié au mois de septembre, il s'avère qu'il y a un véritable décalage, voire même quasiment une rupture entre finalement la réalité même de la société et puis la représentativité de cette société dans l'audiovisuel, mais également, on le verra aussi, dans la presse écrite. Alors, quel que soit hollandais, que ce soit des critères socio-économiques, que ce soit des critères d'âge, de sexe, de handicap, il y a un véritable décalage. Donc, Géraldine Van Hill, vous faites justement partie de ce CSA. Je vais vous laisser la parole pour que vous nous fassiez un petit peu un résumé de ces derniers résultats. Vous allez nous expliquer sur quelle méthodologie vous vous êtes appuyé, sur quels critères, que ce soit qualitatif, quantitatif. Je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup Nathalie. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter donc le baromètre de la diversité à l'antenne et notamment les résultats de la vague 2019. Alors notre baromètre est annuel, mais il s'avère que nous n'avons toujours pas les résultats de l'année 2020. Donc il s'agira aujourd'hui de vous présenter les résultats de l'année 2019. Donc ce baromètre a été créé en 2009. Donc, il y a un bout de temps déjà. Et c'est un outil qui permet de mesurer le niveau de diversité à la télévision et qui nous permet de répondre à notre mission, qui est celle de veiller à la diversité sur les antennes de télévision. Et cet outil permet également aux chaînes de télévision de voir quel est leur niveau de diversité, puisque on leur communique. Alors là, je vais vous présenter les résultats globaux de la vague de 2019, mais les résultats individuels des chaînes leur sont communiqués chaque année. Donc, je voudrais d'abord évoquer rapidement la méthodologie de ce baromètre.
Alors, on analyse 18 chaînes de télévision dans cette étude qui sont diffusées 2 semaines, on analyse 2 semaines de programmes diffusés tous les ans entre 17h et 23h. On a choisi cette tranche horaire puisqu'on considère que c'est celle qui réunit la plus large audience à la télévision. Tous les programmes sont observés dans cette étude, la fiction, les journaux, les magazines, les documentaires, le divertissement, le sport, excepté la publicité. En tout, cette étude représente 1200 heures de programme et 40 000 personnes indexées, ce qui est quand même assez conséquent. Alors, donc, nous indexons dans cette étude donc, les personnes qui s'expriment à l'antenne, donc au cours de ces 2 semaines de programme. Et nous les classons selon des critères quantitatifs et qualitatifs. Donc, parmi les critères quantitatifs, on a l'origine perçue, le sexe, la profession, la situation de handicap, l'âge, qui est un critère qui a été ajouté en 2013, le lieu de résidence, qui a été ajouté en 2017, la situation de pauvreté ou de précarité, qui a été ajouté en 2018. Et nous avons également des critères qualitatifs, puisque c'est important d'avoir ce type de critères également. Donc, parmi ces critères, nous avons le rôle. Si la personne qui s'exprime à l'antenne est un héros, un personnage principal ou un personnage secondaire. L'attitude, si elle a une attitude positive, négative ou neutre. On privilégie l'approche intersectionnelle, puisque ça nous permet de voir quel est le type de représentation des personnes s'exprimant à l'antenne. Et il faut savoir, ce qui est très important, c'est que en fait, on pondère nos indexations en fonction du rôle et de la personne qui s'exprime à l'antenne et de la durée du programme. Alors, je voudrais aussi revenir rapidement sur les difficultés auxquelles on a dû faire face au moment de la création de ce baromètre. Tout d'abord, alors que, comme vous le savez tous, on a l'interdiction de faire des statistiques ethniques en France. Donc, pour l'idée, la solution pour le CSA était d'indexer les personnes à l'antenne selon la perception qu'on en a et non selon une réalité. Alors, tous nos résultats sont comparés avec les résultats de la population française. Il s'avère que, dû à cette interdiction, on ne pouvait pas comparer du coup l'origine perçue avec forcément les résultats dans la population française. Et puis, il faut savoir une chose importante aussi, c'est que le Conseil constitutionnel n'interdit pas totalement les statistiques ethniques dès lors qu'elles sont faites dans un but non discriminatoire et dans un domaine bien particulier. Donc là, on était dans le cadre de l'audiovisuel. Donc voilà, pour ce qui est des statistiques ethniques. Le deuxième problème auquel on a dû faire face, c'est que nous ne devions pas insérer des données personnelles dans nos fichiers. Donc l'idée, c'était de ne mettre aucun nom dans ces fichiers. Et enfin, il faut savoir que les compétences du CSA se limitent à l'antenne. On sait que la diversité se répercute à l'antenne quand elle est créée en interne. Et donc, du coup, voilà, notre compétence hors antenne fait que, à l'antenne, fait que, et notre incompétence hors antenne fait que il est un peu difficile, du coup, de travailler que sur l'antenne, puisque les deux sont évidemment liés. Donc, si j'en viens aux principaux constats, donc voilà ce que nous avons découvert en 2019, c'est que les personnes perçues comme non blanches représentent seulement 15% des personnes intervenant à l'antenne en 2019. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que depuis 2009, donc la création du baromètre, le taux ne va pas plus loin que 17%. Alors évidemment, vu qu'on ne fait pas de statistiques ethniques, on ne sait pas trop si c'est en deçà de la réalité.
Toujours est-il que ce qui est important sur l'origine perçue, c'est le qualitatif. Donc là, on peut voir comment ces personnes, les personnes non blanches, sont représentées à l'antenne. Et c'est ça qui est important. Donc là, comme vous le voyez, on constate quand même des évolutions assez positives, puisque on constate que les personnes non blanches sont représentées plus dans des rôles positifs que dans des rôles négatifs ou neutres. Voilà, on est à 21% contre 18 et 15%. Et par ailleurs, une donnée qui est intéressante également, c'est que les personnes non blanches sont représentées à hauteur de 16% dans des activités marginales ou illégales. Alors voilà, donc là, on est sur les résultats concernant la répartition hommes-femmes sur les antennes. Donc, parmi la population française, on est 52% de femmes. Et là, on constate qu'à la télévision, on n'a que 39% de femmes intervenant à l'antenne, donc ce qui est moins que la population française. Et on constate également que quand les femmes cumulent plusieurs critères de discrimination, là, en l'occurrence, la situation de précarité et le handicap, eh bien, elles sont encore plus discriminées à l'antenne puisque elles n'existent qu'à hauteur de 29%, là, dans les deux cas. Alors, sur mon dernier graphe, voilà, il y en a vraiment de partout sur cette slide, mais ça permet de voir, puisqu'il regroupe vraiment toutes les catégories qui sont quasi inexistantes sur les antennes. Donc là, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Par exemple, sur le handicap, on est à 0,7% de personnes handicapées qui s'expriment à l'antenne, alors qu'elles représentent quand même 20% de la population française. Pareil pour les personnes en situation de précarité, donc elles représentent 0,8% de personnes s'exprimant à l'antenne, alors qu'on est aux alentours de 20% de la population française. Et là, une donnée aussi intéressante, qu'il me semblait intéressante de relever, c'est les personnes habitant les banlieues qui ne sont représentées qu'à hauteur de 7%, alors que selon des données du CREDOC, la population française vit à hauteur de 27% dans les banlieues. Et là, j'ai mis deux autres graphes, un sur les tranches d'âge, donc on voit que les âges aux extrémités de la pyramide, donc les moins de 20 ans et les plus de 65 ans, sont très peu représentés à l'antenne, alors que voilà, dans la population française, ils sont beaucoup plus représentés. Et pareil pour les catégories socio-professionnelles, on remarque que la télévision montre essentiellement des catégories socio-professionnelles supérieures. Voilà, ce qui est très au-delà de la réalité de la société française. Voilà, je vous remercie de votre attention et voilà pour les résultats de la vague 2019. Merci beaucoup, Géraldine. Alors là, on a eu un premier constat du décalage, effectivement, entre la réalité de la société et puis la représentation de cette même société dans le virtuel. Et il s'avère qu'en septembre dernier, il y a une députée de La République En Marche qui a remis un rapport, notamment à Elisabeth Moreno, la secrétaire d'État chargée de l'égalité hommes, mais également à, je ne sais plus, à Roselyne Bachelot, excusez-moi, à la ministre de la Culture. Ce rapport faisait suite à une étude qu'elle avait menée après le premier confinement, à la demande à l'époque de Marlène Schiappa, parce qu'on s'est aperçu que lors de ce premier confinement, finalement, et là on ne parle pas que de l'audiovisuel, on parle également de la presse écrite, la place des femmes était quasiment nulle, notamment en tant qu'expertes. Il s'avère qu'à la une des médias, il y avait eu à peu près plus de 83% des personnes qui étaient présentes étaient des hommes pour prendre la parole sur la crise sanitaire, la crise économique. Pareil, dans la presse écrite, il s'avère que finalement, la plupart des tribunes qui étaient signées, pour 74% d'entre elles, c'était des hommes. Alors, ce qui a fait tout un tollé, et là je vais laisser la parole à Sybille Lemaire pour parler justement de ce constat dans la presse écrite, du manque parfois de place des femmes, c'est notamment la une du Parisien,
qui finalement avait demandé le 5 avril à des têtes pensantes d'imaginer le monde d'après, et on s'est aperçu que parmi ces têtes pensantes, il y avait que des hommes. Donc, il y a un vrai décalage, effectivement, et pas que dans l'audiovisuel, visiblement, mais aussi dans la presse écrite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Sybille? Ah, il n'y a pas de son. Il faut mettre le son. C'est bon. Excusez-moi. Bonjour, je suis ravie d'être là. Votre question n'est pas simple. La question n'est pas simple parce qu'effectivement, si on se réfère au rapport de Céline Calvet sur la place des femmes dans les médias, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Cependant, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés en sociologie du journalisme et qui mettent en avant que depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, la profession a changé, elle s'est rajeunie, elle s'est féminisée. Avec une grosse différence par rapport au rapport qu'on vient d'entendre, c'est que la question de la diversité dans les rédactions est posée depuis un certain nombre d'années effectivement à la télévision et en radio, mais encore trop peu, voire pas du tout, en presse écrite. Donc les chiffres sont peu connus, même si les impressions effectivement de non-représentation sont une vérité. La façon dont j'avais envie de vous répondre à cette question, c'est de vous dire effectivement qu'il y a deux manières de l'aborder. Il y a d'abord la diversité dans un groupe de presse tel que Bayard, dans sa représentation, c'est important de le dire. On a par exemple une femme au directoire, 5 femmes aux membres du conseil de surveillance, 57% des directions des rédactions sont occupées par des femmes, et 72% des collaborateurs du groupe sont des femmes. De la question du handicap, on a 7% des employés qui sont 54 collaborateurs handicapés. La question des jeunes, de la jeunesse, effectivement, pour un groupe comme Bayard, sont effectivement des éléments extrêmement importants et qui nous permettent effectivement de répondre à cette besoin, volonté, souhait de plus de diversité dans la représentation de nos titres. En termes de contenu, et puis vous allez me voir effectivement en parler souvent, c'est que la mixité, en tout cas, est un principe intangible chez Bayard de nos convictions éditoriales, et notamment d'un point de vue de la jeunesse. Toute la presse jeunesse, Poppy, Pomme d'Api, Okapi, Astrapi, pour ceux qui ne les connaissent pas, s'est développée sur ce principe de mixité et d'égalité. Chez Bayard, garçons et filles sont incités à grandir en harmonie avec eux-mêmes, avec leur entourage et avec le monde. Et il est vrai qu'on a toujours pris le parti éditorial de ne pas adresser des thématiques uniquement garçons ou uniquement filles, et que c'est un choix déterminé. On s'engage en fait depuis 50 ans à poser la construction de l'enfant avec un regard particulier, et ce dès les toutes premières années, parce que nous partons du principe qu'effectivement le changement passera par l'éducation dès le plus jeune âge. Parce que d'abord, ce sont ces années qui construisent les suivantes. Et nourrir l'imaginaire, la curiosité, l'ouverture et l'intériorité des enfants, valoriser le questionnement et le besoin de comprendre le monde. Ces objectifs, pour nous, sont universels. Ils ne sont pas propres à un genre ou à une statistique ethnique. Et notre combat, en fait, éditorial en jeunesse, c'est pour les enfants, c'est être soi, parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est oser être soi-même et prendre sa place parmi les autres, dans le respect des singularités humaines et donc, bien évidemment, de la diversité au global. D'accord. Mais du coup, là, je vois que, effectivement, on est d'accord, le groupe Bayard, vous êtes très investi justement pour cette diversité. Mais quand vous voyez que dans le rapport de Céline Calvez et dans les préconisations qu'elle fait, elle prévoit notamment une sorte de bonus-malus, notamment pour les médias. On sait que les médias vont devoir, l'État va fournir aux médias une aide financière suite à la crise économique, et qu'elle préconise cette histoire de bonus pour les médias qui auraient de bonnes pratiques en termes de parité. Ça vous paraît indispensable, ce genre de mesure? On est obligé d'en arriver là, en fait, en France, pour pouvoir avoir une vraie parité dans la presse?
Alors, je pense que, et vous le savez, vous connaissez ma conviction, je pense qu'on vit vraiment en France, dans une société qui est quand même privilégiée, qui protège nos droits, l'égalité de nos chances. Cependant, et on est bien placé pour le savoir, les images sont tenaces. Et que donc, effectivement, cette question de la représentation est indispensable. J'en parlais en termes d'éducation et de formation. Il est très difficile pour les enfants de devenir ce qu'ils ne voient pas. Il est indispensable, effectivement, que les représentations soient faites dès le plus jeune âge. Ça doit être intégré dans un processus de projection, d'identification qui est indispensable pour les jeunes. Donc, et on doit effectivement corriger ces dérives qui sont ancestrales et que voilà, on a ressassé. Vous me posez la question de la proposition. Effectivement, il y a une proposition de bonus-malus. Un malus qui n'interviendrait qu'en 2022 et qui laisserait la possibilité donc aux entreprises de pouvoir s'y adapter. Alors, déjà, peut-être rappeler que le décret qui régit les aides à la presse demande déjà aux rédactions de prendre en compte la protection de l'environnement ou la bonne rémunération des photojournalistes. Donc, le critère de parité viendrait s'accoler au précédent. Ensuite, la députée réclame que si ces sanctions n'étaient pas respectées, si ce n'était pas respecté, qu'il y ait des sanctions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, cette loi fait effectivement beaucoup penser, en tout cas en ce qui me concerne, à la loi Copé-Zimmermann et toutes les questions que ça a pu poser sur les interrogations sur les quotas. Alors, de façon un peu ramassée, j'allais vous dire, peu importe, ça a fonctionné, en clair. Le résultat est là. Après, si les quotas sont efficaces pour atteindre la parité, ça n'a pas d'effet miracle sur les comportements. Donc, effectivement, ça a un but, mais il est réduit. Moi, la question que je poserais, c'est savoir si effectivement la démarche ne pourrait pas s'inscrire dans quelque chose d'encore plus volontariste, qui, à la place d'un bonus-malus, demanderait aux médias de remplir les critères pour obtenir les subventions. Ce qui, pour moi, correspondrait à une approche plus positive et qui est, en plus de ça, dans le respect des lois républicaines. Merci beaucoup, Sybille. Alors là, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Je vais me tourner vers Hélène parce que, Hélène, vous représentez donc France Télévisions. Vous êtes, donc, je le rappelle, directrice déléguée à la diversité des programmes chez France Télé. Il se trouve que Delphine Ernotte, la présidente du groupe, a été reconduite cet été. Et que dans son fil rouge, elle parle de diversité notamment. Donc, quelles sont les mesures, j'imagine, qu'elle va prendre ou qui sont déjà prises? Quelles sont les belles initiatives positives qui vont aller dans le sens de plus de diversité, en tout cas? Hélène, il y a votre micro, Hélène. Pardon. Je vais essayer de ne pas tout vous dévoiler d'un plan qui vous sera connu au tout début d'année, mais c'est vrai que pour son second mandat, la présidente a voulu faire de la diversité sa priorité de ce second mandat, avec la même exigence qu'elle avait obtenue d'ailleurs pour l'égalité homme-femme, où on a vu que avec un certain nombre de dispositifs chez nous, on avait progressé, notamment en ce qui concerne les experts. Donc, c'est vrai qu'on est en pleine réorganisation, enfin pas réorganisation, mais on est sur un chantier important d'une nouvelle organisation qui va mettre en place de nouveaux outils avec de nouveaux process, même si on ne parle pas d'une feuille blanche, hein, et on a fait quand même beaucoup sur le handicap, et j'y reviendrai si c'est possible. Sur l'égalité homme-femme, je pense que c'est vraiment le premier mandat de la présidente à montrer cette connexion entre les instances dirigeantes et la représentation des femmes sur nos antennes. Mais c'est vrai que là, on a décidé d'accélérer, alors aussi parce que le CSA a sonné l'alerte, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a régulièrement un conseil consultatif des programmes qui nous permet, donc extérieur, qui nous permet d'évaluer nos programmes et de montrer ce que pensent les téléspectateurs de nos programmes. Et là-dessus, il sort deux éléments majeurs, qui est l'insuffisance de la diversité ethno-culturelle. Ça, on le savait déjà, effectivement, mais là, on veut vraiment accélérer et forcer le trait là-dessus. D'ailleurs, je pense que vous avez vu que depuis septembre, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué rapidement. Je prends par exemple le documentaire, la collection documentaire Décolonisation, où on a eu
un taux d'audience très important avec une reprise sur les réseaux sociaux très forte. Ça montre que quand on est audacieux sur la diversité, on fait de l'audience et on performe même. Donc ça, c'est une question. Et puis, sur les territoires. Et c'est vrai que sur les territoires, on a encore un travail à faire pour que l'ensemble du territoire national soit représenté. Alors, on l'a fait en signant un pacte de visibilité pour l'outre-mer l'année dernière avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Outre-mer, qui a été très efficace parce qu'en un an, on a triplé les prime time sur nos chaînes nationales concernant l'outre-mer. Donc, il faut pouvoir l'appliquer à d'autres critères de la diversité qui pourraient nous donner les mêmes résultats en un temps qui est record. Donc, c'est là-dessus que nous nous engageons avec des outils qui seront d'évaluer cette diversité par genre de programme, c'est-à-dire documentaire, fiction, magazine, divertissement, parce que tout n'est pas mesurable. Autant sur le magazine, on va faire attention à la qualité des experts, à la représentation des experts, à la représentation des animateurs. Sur le documentaire, ce sera les thématiques, et évidemment, sur la fiction, les comédiens, et notamment les rôles principaux dont parlait Géraldine tout à l'heure. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a un objectif, donc on va sérier les objectifs et mettre des outils qui vont nous permettre, mois après mois, de faire le bilan de ce qu'on a fait et d'évaluer notre diversité. Alors, il faut préciser que la part variable, une partie de la part variable des managers aujourd'hui correspond à ce qu'ils ont fait en matière de diversité, 20%, ce qui n'est pas négligeable. Donc là, c'est un critère important, mon point de vue, en tout cas persuasif, si j'ose dire, pour pouvoir travailler sur ces questions. Mais pas seulement, je pense que notre responsabilité de mission de service public, c'est vraiment la cohésion sociale. On a une très grosse responsabilité en la matière, j'y reviendrai sans doute, mais c'est ça. Donc, en fait, on a signé également une charte sur la représentation du handicap avec le CSA. Alors, c'est vrai que le handicap, on a accéléré sur l'accessibilité de nos programmes. Aujourd'hui, on est à 100% d'accessibilité sur nos programmes nationaux, mais aussi sur les antennes Lumni et Slash. Donc, c'est depuis le début du mois, là, vous voyez, c'est tout frais. On a quadruplé le sous-titrage de France Info et on a créé une nouvelle application. On s'est servi de technologies innovantes en la matière pour renforcer l'audio-description avec une application qui s'appelle France TV AD. D'ailleurs, je vous invite à y aller pour voir un petit peu en quoi ça consiste. Donc voilà, les engagements, ils sont là. Et puis, on parlait, pour finir, derrière la caméra. C'est vrai que derrière la caméra, c'est aussi important que devant, parce que c'est le regard qui est transmis. Avec le collectif 50-50 que vous connaissez peut-être, nous avons signé une charte qui tend à ce que les réalisatrices, les réalisateurs à qui nous faisons appel soient à 30% des réalisatrices. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, il y a une vraie marge de progression pour que ce regard des femmes soit plus présent sur nos antennes. D'accord. Là, vous parlez donc de derrière les caméras, Hélène, mais vous faites aussi appel, France Télévisions, à des sociétés de production audiovisuelle extérieure. Et comment vous assurez finalement que ces sociétés de production audiovisuelle, elles vont suivre la ligne de conduite de Delphine Ernotte et de sa nouvelle politique de diversité? Alors, on a des outils pour ça, évidemment. Là aussi, on ne part pas d'une feuille vierge, mais on a vu quand même, pour ce qui est des femmes, où le COMEX est paritaire, les instances dirigeantes de France Télévisions sont paritaires, et bien on a vu une vraie progression. Aujourd'hui, les rôles principaux de nos fictions sont paritaires. Donc, ce travail-là, il faut le dupliquer sur la diversité. Et aujourd'hui, les producteurs savent que s'il n'y a pas de diversité dans leur casting, pas de diversité dans leur thématique, ils ont des chances qu'on leur refuse le projet. Donc, c'est important pour nous. Alors, on a une clause diversité renforcée qu'on a insérée dans les contrats de producteurs au début de l'année et qui est beaucoup plus persuasive que les clauses précédentes, pour ne pas dire autre chose. Alors, évidemment, qui parfois crée des remous, mais en réalité, je pense que les producteurs sont aussi convaincus que nous de cet engagement et qu'il faut simplement le leur rappeler régulièrement. Et pour ça, on met des outils à leur disposition, que sont les boucles de casting, mais que sont aussi des annuaires. Par exemple, on est d'ailleurs avec Jallet Canal+, on est en train de travailler
un annuaire des experts du Club 21e siècle que nous partagerions. Donc voilà, on met des outils en place pour ne pas les laisser en rase campagne, mais c'est vrai que cette exigence est plus forte aujourd'hui. Donc à chaque fois qu'on nous propose un projet, il faut qu'on puisse y retrouver, notamment dans la fiction, mais c'est dans la fiction qu'on va le plus vite en fait, un aspect diversité net, et notamment en diversité ethnoculturelle. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup pour votre intervention. Là, je vais me tourner justement vers Jaleh. Vous l'avez cité il y a quelques secondes. Jaleh, qui est directrice projet diversité, inclusion, égalité des chances du groupe Vivendi et référente diversité pour les chaînes Canal+ auprès du CSA. Bonjour Jaleh. Bonjour. Quand on a préparé ce webinaire, vous m'avez évoqué quelques bonnes initiatives très positives, notamment sur les chaînes du groupe Canal. Moi, je voudrais qu'on revienne là-dessus, sur ces initiatives positives en termes de diversité. Bien sûr, avec plaisir. Oui, en fait, comme Hélène, vous l'a aussi évoqué, je pense que le travail qu'on effectue dans les chaînes de Canal, c'est aussi un travail régulier auprès des différentes instances de production, notamment des équipes internes. Canal, vous connaissez tous très bien, et vous savez aussi que Canal+ porte dans son histoire beaucoup de personnes issues de la diversité qui ont fabriqué la chaîne, qui ont aidé au succès de la chaîne et que la chaîne a permis de révéler. Je pense à Jamel Debbouze, je pense à Omar Sy, je pense plus récemment à Mouloud Achour. Donc, c'est quelque chose qui est très naturel dans les chaînes de Canal+. Néanmoins, nous sommes, comme France Télévisions et comme les autres chaînes de télé, toujours en train de travailler pour être meilleurs, et parce que le CSA nous y encourage aussi fortement. Et du coup, en dehors des bilans que nous effectuons chaque année, qui permet d'avoir ce baromètre, les bilans que nous effectuons et le baromètre, nous avons aussi des engagements que nous prenons auprès du CSA, et qui pour nous est une très bonne façon de rappeler régulièrement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la répétition et de l'importance de dire et redire l'importance de ces sujets-là. Et pourtant, je peux vous dire, tout comme Hélène vous le disait, moi je suis persuadée que toutes les personnes en interne, mais aussi bien chez les producteurs, en sont convaincues. Mais parfois, c'est peut-être pousser un tout petit peu plus loin un casting, peut-être réfléchir un peu différemment. Et donc, Canal a souhaité mettre en place, bon, déjà, il y a un comité diversité qui s'occupe de tous les engagements qu'on prend auprès du CSA, qui s'assure que ces engagements sont bien menés vers la réussite de ce qu'on dit. Donc, on est assez content de se réunir. J'ai la chance de le piloter, ce comité, et je peux vous dire qu'effectivement, toutes les personnes autour de la table sont extrêmement convaincues et apportent des idées innovantes pour avancer ensemble. Il y a eu aussi plus récemment la création chez Canal d'un comité qui s'occupe de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, et qui, comme Canal sait très bien faire, s'appelle Et ta sœur. C'est le nom du comité. Et de l'autre côté a été créé donc un comité dédié à l'égalité pour les origines, pour les cultures, le handicap, les LGBT, et je vous le donne en mille, celui-là s'appelle Et ton frère. Et enfin, un sujet qui nous concerne peut-être moins dans le webinaire d'aujourd'hui, puis il y a un autre comité qui s'appelle Et ta planète, c'est aussi un sujet très important. Donc ces comités Et ta sœur, Et ton frère, Et ta planète se réunissent tous les mois. Le grand patron de Canal, Maxime Saada, y est présent systématiquement, et sont décidées des mesures concrètes pour aller plus loin, que ce soit des clauses qui sont intégrées, par exemple, dans les contrats, tels que Hélène vient de vous en parler également. Qu'est-ce qu'on dit dans ces contrats? Qu'est-ce qu'on demande? Quel encouragement on donne aux producteurs pour qu'il y ait plus de femmes dans des rôles positifs? Une juste représentation, aussi bien devant la caméra que derrière la caméra, dans des métiers souvent techniques qu'on dit, où on voit que les femmes sont peut-être moins représentées. Ça aussi, c'est un vrai combat qu'on essaie de mener. Mais aussi de l'autre côté, sur les rôles positifs des personnes issues d'origines différentes. Et puis, une anecdote que je voudrais partager avec vous, dans le comité Et ton frère, il y a quelques mois, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer
l'accessibilité à notre offre pour les personnes handicapées. Et il a été décidé à cet endroit-là de faire en sorte qu'il y ait des films adultes, comme Canal, vous savez, en diffuse, que les films adultes soient audio décrits. Et donc a été prise la décision de commencer à le faire. Et ça a été donc le premier film adulte audio décrit a été diffusé par Canal+ le 21 novembre dernier. Il se trouve que ça tombait exactement à la fin de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées que par ailleurs j'organisais pour le groupe Vivendi. Et j'ai reçu à ce moment-là des invités qui étaient eux-mêmes concernés par l'histoire de l'accessibilité et des personnes qui d'ailleurs travaillent aussi avec le CSA pour faire progresser toutes les chaînes en la matière. Je peux vous dire que cette nouvelle était une vraie nouvelle. Et ça m'a fait plaisir de voir à quel point c'est attendu, à quel point ce que nous, on pourrait considérer comme étant anecdotique, en fait, ne l'est pas. C'est-à-dire, quand on dit accessibilité, c'est vraiment à tous les contenus et ça, c'est important. Donc, ce que je peux vous dire après, côté Vivendi, un peu plus, c'est qu'on a des métiers de la musique, on a avec Universal, on a Editis pour les livres, on a les jeux avec Gameloft, Avas pour la pub et la com. C'est aussi l'intérêt de tous de travailler ensemble et c'est ça que nous faisons depuis 2 ans et c'est ça l'essentiel de mon rôle, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble pour travailler mieux et pour aller dans le bon sens vers les sujets parce que comme disait Géraldine Van Niel, il ne s'agit pas que de la télé, il s'agit de tous les autres contenus et comme Sybille le disait aussi, tous les autres contenus qu'on produit qui forcément ont une influence sur les publics qui les lisent, qui les regardent, qui les écoutent. Et donc, on sait l'influence qu'on peut avoir dans le bon sens, mais éventuellement, malheureusement, aussi dans le mauvais. D'où l'importance des fameux rôles positifs, d'où l'importance de tout ce qu'on peut faire pour déstigmatiser, s'éloigner des stéréotypes, pousser des choses plus positives et changer les perceptions des personnes qui nous regardent. Sybille parlait des plus jeunes. Bien sûr que c'est des moments extrêmement importants. Ils se forment et donc on a le devoir de leur montrer un monde vers lequel ils vont aller. Et comme elle disait, ce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas l'imaginer. C'est vrai pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour les jeunes de banlieue, par exemple. Si on ne leur donne pas la possibilité de rêver à tout ce qui est possible, parce que tout peut être possible, et c'est les médias qui peuvent permettre ça, ce sont les contenus qui peuvent permettre ça, quelque part, on n'a pas joué notre rôle jusqu'au bout. Donc voilà, ce sont les choses auxquelles on travaille de façon régulière, encore une fois, pour que jamais on oublie, parce que c'est vrai que parfois, chasser le naturel, il revient au galop. Je pense que on essaye justement, on va faire en sorte que cette histoire d'inclusion devienne le naturel pour tout le monde. Il y a encore un peu de travail, mais voilà, on le fait. Eh ben, merci beaucoup, Jalès. C'est des mots très, très, très positifs. Alors, moi, je vais me retourner de nouveau vers Sybille. Alors là, parce que je sais que le groupe Bayard, là, on va aller sur un autre critère, qui est le critère des seniors. On sait que les seniors représentent en France 20% de la population. Et alors, le groupe Bayard, vous avez lancé, je trouve, un club tout à fait… vous allez nous expliquer pourquoi et le comment de ce club. Mais avec le club Landois que vous avez lancé avec le groupe Bayard, vous souhaitez finalement faire du vieillissement de la population une chance. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait le pourquoi de ce club? Quel est l'intérêt pour le groupe Bayard? Déjà, je voulais remercier Hélène et Dave pour leurs interventions que je trouve très inspirantes. Et en tout cas, j'apprends beaucoup de choses pour nous, pour le groupe. Alors, effectivement, j'ai parlé de la jeunesse tout à l'heure. Là, on va se tourner vers une autre tranche de population sur laquelle on avait une interpellation, une interrogation et une insatisfaction, je crois, assez importante pour le groupe, pour les publics qu'on adresse au travers de nos magazines ou de notre édition. Avec une prise de conscience. En fait, ce que nous vivons en France aujourd'hui, c'est une véritable révolution démographique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans moins de 10 ans, 50% de la population française aura plus de 45 ans. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les retraités vont passer en moyenne 27 ans à la retraite. Donc, les chiffres sont assez renversants et ils ont ceci
détenant qu'ils sont globaux, ils sont un peu brutaux, mais ils sont surtout mondiaux. Donc il faut, voilà, et que nous n'y échappons pas. Aujourd'hui, si on regarde du côté des entreprises, 45% des actifs en emploi ont plus de 45 ans. Ça représente 13 millions de Français en 2020. C'est une progression de 5 points en 10 ans et qui va augmenter de 50% dans les 5 prochaines années. Donc, c'est ce que nous, on a appelé une rupture anthropologique qui pose beaucoup de questions. Elle pose beaucoup de questions. Pourquoi ? Parce que ça va changer à la fois les équilibres sociaux, les trajectoires économiques et surtout aussi les trajectoires personnelles. Et c'est la raison d'être du Club Landois. Parce que le club a pour défi, en fait, de repenser collectivement et profondément le fonctionnement de nos entreprises et de notre société en donnant à ce monde des seniors, en fait, une ambition nouvelle. C'est ce que disait effectivement Djaleh à l'instant pour les personnes de banlieue, pour les jeunes. Comment est-ce que pour ces personnes, on peut les remettre dans un champ des possibles, dans un rebond possible au sein de nos entreprises et non pas dans une forme de finitude ou de fin. 16 entreprises ont signé avec nous. Alors, elles ont toutes pour vocation d'être effectivement assez dominantes dans leur secteur d'activité. Elles sont très étonnantes puisque on a décidé de partager. Alors, nous avons à la fois la Caisse des dépôts, la Poste, EDF, la SNCF, mais on a aussi des entreprises telles que Dassault Systèmes qui côtoie Generali, qui est aux côtés d'Action Logement. Et L'Oréal nous a rejoint dernièrement, ainsi que la BNP. Pour quelles raisons ? C'est qu'elles se sont dit que pris séparément, elles ont du mal à aborder la question, parce que ça en pose énormément, mais que collectivement, on y rêverait peut-être beaucoup mieux. Les entreprises sont très importantes parce que c'est un lien fondamental pour nous, du lien social. On travaille sur 2 axes. Alors, les actes et les travaux sont accessibles sur le site. Je sais que le temps est compté, donc je vais être rapide. C'est quoi le rôle dans l'entreprise pour les personnes de 45 ans et plus ? Et c'est surtout et avant tout le challenge de l'employabilité compte tenu de l'allongement de la durée de vie professionnelle. Les champs couverts sont assez larges. C'est la formation, les solutions d'emploi, la certification, la mobilité inter- et intra-entreprise, la question de l'anticipation, la fracture numérique, la prévention du risque de la qualité de vie au travail. Bon. Donc le champ est assez fort et large. Le deuxième sujet sur lequel nous travaillons activement, elle adresse plus la question des débouchés économiques et de la solvabilité du marché des 45 et 70 ans. Mais là, on s'éloigne de notre sujet d'aujourd'hui. Ensuite, ce que nous adressons, c'est les défis. Et effectivement, arrive assez vite la lutte contre les stéréotypes, la réticence des entreprises à diversifier les effectifs, le développement de programmes de prévention, l'accompagnement des collaborateurs, la mise en place de formations adaptées et notamment la question des aidants en entreprise. 21% des actifs de 45 ans et plus sont aidants et je ne fais qu'aborder et effleurer le sujet aujourd'hui, mais c'est un très gros sujet pour les entreprises, dès à présent, mais surtout pour l'avenir. Donc, nous, notre idée est de mettre en place de façon très pragmatique une idée de Parcoursup des seniors. Il y a bien un Parcoursup des jeunes à qui on demande de pouvoir se projeter dans à peu près 25 à 30 ans de vie professionnelle et pour lequel on leur demande 1, 2, 3, 5, 10 ans de formation. Pourquoi ne pas mettre en place un Parcoursup aussi à partir d'un âge qui devra être déterminé par les entreprises afin de permettre aux personnes un rebond professionnel, la préparation de la continuité d'activité qui, en fait, en plus de ça, est corrélée par une entrée en dépendance plus tardive. Voilà. Donc, c'est un peu synthétique, cette idée de Parcoursup des vieux, mais il a le mérite d'être assez clair comme objectif. Et la dernière chose que nous allons mettre en place, c'est un nouveau média sous forme de newsletter afin de cibler effectivement les 45 et 65 ans. Parce que là, on rentre dans un champ qui m'est très cher, c'est l'enjeu de l'invisibilisation des personnes de 45 ans et plus, notamment des femmes, c'est ce dont on parlait aussi là. On est convaincu que la transformation des 45 ans et plus, c'est aussi la transformation de toute notre société et qu'il y a un besoin d'arriver avec une proposition éditoriale peut-être plus forte que ce qu'on a fait aujourd'hui.
parce que les 45-65 ans, sans rentrer dans des débats très philosophiques, nous disent peut-être quand même « je ne suis pas ce que tu nommes », à savoir senior. Donc c'est toujours un problème lorsqu'on n'arrive pas à nommer, non content de ne pas pouvoir identifier et visualiser, nous n'arrivons même pas à nommer une génération entière, ce qui quand même pose question dans ces questions de diversité et d'inclusion. Donc voilà, je serais ravie de vous en parler de façon plus approfondie pour une prochaine conférence. Avec plaisir, en tout cas, merci beaucoup Sybille de nous parler de ce projet très très intéressant. Alors, quand on a préparé ce webinaire, et là je me retourne vers Djaleh, vous avez expliqué certaines choses que vous avez pratiquées au sein du groupe Canal, notamment sur certaines émissions, comme Balance, je crois que c'est Balance ton poste, où vous donnez l'ouverture à des personnes en situation de handicap. Donc, à la fois, les réseaux sociaux, du coup, rebondissent sur ce genre d'initiative. Il y a beaucoup de choses positives qui se disent, mais il y a aussi, vous m'expliquez, beaucoup de choses très négatives. Donc, jusqu'où peut-on finalement vraiment aller dans les médias en termes de diversité, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit à la presse? En fait, je voudrais que chacune d'entre vous, vous puissiez vous exprimer sur le sujet justement des limites et peut-être des barrières qu'on rencontre. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux juste me permettre de dire que j'ai adoré ce que Sybille Lemaire a raconté. Vraiment, j'ai adoré et forcément j'y adhère. Je me sens concernée en plus. Donc, je ne savais pas que nous étions si nombreuses, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a ce regard qui va devoir changer également et c'est très intéressant. J'ai trouvé que voilà, merci beaucoup Sybille. Merci. Alors, pour revenir Nathalie à ta question, oui, c'est vrai. Alors, vous savez, c'est Touche pas à mon poste ouvert à tous qui, depuis plusieurs années, au moins 2 ans déjà, donne une place de choix aux chroniqueurs, à des chroniqueurs. Alors, effectivement, il y a un son qu'on entend derrière, je ne sais pas si, à des chroniqueurs en situation de handicap qui viennent sur le plateau, pas pour parler de leur handicap, il y a un portrait qui est toujours réalisé sur eux, sur leur vie, etc. Mais ils viennent pour être chroniqueurs parce que c'est leur rêve d'être chroniqueur dans une émission. Et c'est vrai que je vous avais raconté que sur les réseaux sociaux, l'émission est très appréciée globalement. C'est ce que donc C8 a fait est très apprécié. Mais sur les réseaux sociaux, il y a comme toujours de tout. Il y a beaucoup de choses positives, mais aussi des choses moins positives. Cela dit, je trouve que c'est intéressant. Il y a des gens, en gros, qui disent, moi, ça me gêne, en fait. Ça me gêne de voir des personnes qui ne vont pas bien, qui n'ont pas l'air d'aller bien. Mais parce que c'est bien qu'on en parle. On parle de l'humain également quand on dit ça. Maintenant, le rôle de la télé ou le rôle des médias en général, c'est quoi? C'est que plus on en verra des personnes différentes, plus on s'habituera. L'idée, c'est aussi de rendre banal le fait d'avoir des personnes en situation de handicap, même qui se perçoit. Parce que la vraie difficulté, vous en parliez, on parle de personnes handicapées, de la sous-représentation des personnes handicapées sur les antennes, comme Géraldine donnait le chiffre de 0,7%, qui est tout petit et qui n'a pas énormément augmenté ces dernières années, alors que en France, le pourcentage des personnes en situation de handicap, il me semble qu'il est de 20%, hein, c'est ça que Géraldine a dû dire tout à l'heure. Mais on sait aussi que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles, au moins 80%. Plus récemment, on se dit même que ça va plutôt vers les 85%. Donc, ça montre aussi le vrai sujet que toutes les chaînes ont. Représenter un handicap à la télé veut dire représenter un handicap visible, parce que s'il est invisible, par définition, on ne le voit pas, donc on ne le représente pas. Donc ça, c'est un vrai sujet qui fait que je pense ce chiffre s'explique de cette façon-là également. Néanmoins, dans un but de pédagogie, dans un but de changement de mentalité, c'est important de continuer effectivement à montrer des handicaps visibles, pour bien montrer que c'est aussi la société dans laquelle on vit et qu'il n'y a rien de grave. C'est juste une personne comme une autre, avec sa différence, avec sa singularité. Donc voilà, mais les limites dont vous parliez, Nathalie, que je vois, c'est ça, c'est que quid du handicap invisible.
Et puis, un autre aspect, et j'en terminerai là, qui peut être intéressant, mais pareil, ça demanderait probablement une autre table ronde, c'est comment fait-on quand on veut traiter ces sujets comme nous, on veut le faire chez Vivendi, à l'international. Parce que les choses sont différentes. Nous n'avons pas droit à des statistiques ethniques. Dans d'autres pays, c'est tout à fait possible. Dans certains pays, on parle très facilement de race, d'ethnicité. En France, on ne le fait pas. La question des LGBTQ+, on est plus ou moins à l'aise selon les pays avec ça. Dans certains pays, il y a même une interdiction. Donc, en fait, c'est comment essayer de voir cette question de diversité et d'inclusion de façon globale et de façon internationale, puisque c'est le sens de notre monde aussi. Voilà, mais je pense qu'on aura l'occasion à un autre moment d'en reparler davantage. Voilà, pour moi, c'est aussi une limite. Ça veut dire la limite, c'est les usages, les cultures, les lois différents dans les différentes zones du monde, en fait. Merci beaucoup, Jalel. Alors, je ne sais pas si Hélène ou Sybille, l'une de vous, veut compléter, peut-être Hélène. On a l'impression qu'en France, il y a un petit retard quand même. Quand on va aux États-Unis, il y a ça ne pose pas de problème d'assister, notamment pour une émission en prime time, d'avoir un animateur qui est dans un fauteuil roulant qui va présenter cette émission. On a l'impression que les mentalités sont beaucoup plus, on est plus disposé aux États-Unis de voir ce chose. Et en France, quand est-ce qu'on va voir ce genre d'animateur? Est-ce que vraiment, pourquoi il y a autant de barrières en France? Alors, moi, je trouve que très honnêtement, ça avance. Alors, c'est vrai que quand on regarde les chaînes anglo-saxonnes, on mesure le chemin qu'il nous reste à parcourir, si j'ose dire. Mais c'est vrai que très honnêtement, on parlait du handicap et je te remercie, Nathalie, de nous avoir réunis toutes les quatre parce que je trouve qu'on est totalement complémentaires dans notre façon de voir les choses et merci à toutes trois. Sur le handicap, c'est vrai que sur le handicap invisible, nous, ce qui nous a aidé à progresser, très honnêtement, c'est de travailler avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Parce que seul, on n'était pas en mesure de pouvoir faire des choses qui soient suffisamment pertinentes vis-à-vis du handicap et qui permettent de changer le regard de nos téléspectateurs autour du handicap. Donc, avec la fiction notamment comme Mental ou Scam, avec toute une saison qui a été audio décrite, etc., on a progressé dans le changement du regard des spectateurs. Aujourd'hui, par exemple, on en est à la 10e saison de Vestiaire, mais quand on l'a mis à l'antenne, c'était un ovni dans le PAF. Donc, aujourd'hui, ce sont des amis entre nous, c'est des amis de téléspectateurs. Donc là-dessus, on a progressé. On a aussi des journalistes chroniqueurs sur France 2 qui sont handicapés et qui font leurs interviews sans s'en cacher et qui aujourd'hui sont vraiment vraiment les personnalités de la rédaction. On a un chroniqueur qui est un ancien champion d'e-sport qui est extrêmement pertinent sur le magazine de la santé. Donc, ça avance. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas encore au clip des Jeux Olympiques de Londres sur le handicap qui a été de ce point de vue révolutionnaire, je trouve, mais on avance. Et puis, on n'avance pas que là-dessus. D'ailleurs, je trouve que il faut accélérer, ça c'est clair, mais c'est vrai qu'on est, on avance vraiment là-dessus. Vous me évoquiez également d'autres questions. J'ai perdu le fil. Non, c'était les barrières, vraiment les barrières. Alors, les barrières, en fait, les barrières sont les barrières que nous mettons à nous-mêmes, en réalité. Parce que, alors, effectivement, culturellement, socialement aussi, tout cela est important. C'est pour ça que, en fait, quand on décide de s'engager plus avant dans la diversité, c'est pas seulement les programmes qu'il faut changer, mais c'est le recrutement interne, c'est l'information, c'est tout ça. Donc, c'est un ensemble sur lequel nous sommes attelés actuellement. C'est un ensemble maison qui permet de faire avancer un petit peu nos causes. Donc, c'est ça aussi, l'avance de la diversité dans nos sociétés.
Merci beaucoup, Hélène. Alors, on va juste aborder la dernière partie parce que dans son rapport, vous allez me dire que je suis un peu obsédée avec le rapport de Céline Calvez, mais c'est juste parce qu'il est assez récent que je me permets de m'appuyer là-dessus. En fait, elle soumettait donc, elle préconisait certaines mesures et parmi les mesures, elle pensait qu'il était indispensable que les médias, en tant qu'organisation, se dotent également de mesures de comptage pour assurer la parité au sein même de leur organisation. Et également, dans les mesures, elle préconisait de sensibiliser finalement les collaborateurs des grands médias, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit la radio, que ce soit la presse écrite, pour ensuite avoir davantage de diversité dans les contenus. Alors, je vais vous donner la parole d'abord à Jaleh, parce que Jaleh, vous, chez Vivendi et le groupe Canal, vous êtes signataire de la Charte de la diversité. Donc, quand vous entendez ce genre de mesures, ça vous paraît indispensable d'être obligé de passer par ce genre de mesures? On est obligé, sinon ça n'avancera pas, ou vous pensez que non, vous, chez Vivendi, vous avez peut-être l'impression que c'est un peu dépassé et que vous, déjà, vous avez pris le taureau par les cornes? Ouais, oui, oui, en fait, oui et oui, pourrait. Je pense que, bien sûr, on a pris le taureau par les cornes, c'est sûr. Je pense que néanmoins, ce qu'elle dit dans son rapport est tout à fait juste. Mais on a déjà cette conviction. En effet, vous avez raison, je ne suis pas sûre qu'il faille imposer quoi que ce soit. Je préfère cette prise de conscience qui a déjà eu lieu, pas uniquement dans notre groupe, dans beaucoup de groupes en France, notamment les fameux signataires de la Charte de la diversité que les entreprises, pour la citer, portent depuis pas mal d'années déjà. Mais elle a raison, Céline Calvez, dans le fait qu'elle dit qu'il faut aussi que tout ça se perçoive en interne. Mais encore une fois, on le fait, Hélène vient de le dire, on ne peut pas même être le plus exemplaire possible dans nos contenus et ne pas l'être totalement à 200% en interne. Et les sociétés qui produisent, qui font de la musique, des livres, ont conscience qu'aujourd'hui, pour répondre à nos clients, nous devons être divers en interne parce que ces clients à l'extérieur qui sont partout dans le monde, eux sont très divers. Et ils l'attendent de nous, la jeune génération, encore plus. Donc, pour pouvoir faire des choses qui ressemblent à nos clients, nous devons leur ressembler et nos clients sont très divers. Il faut que nous soyons donc le miroir de la société, non seulement dans nos contenus comme le CSA nous le demande, mais aussi en interne. Donc, en ça, elle a raison. Pour revenir à la charte de la diversité, c'est ce que la charte dit. J'invite ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper sur Internet, aller retrouver le texte. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle formulation de la charte, parce qu'il y a 2 ans, Nathalie, vous le direz mieux que moi, il y a 2-3 ans, il me semble que c'était il y a 2 ans, ça a été reformulé, la charte a été réécrite, c'est modernisé dans sa façon de se présenter, notamment en mettant l'accent sur le fait que parler de diversité et d'inclusion, ce n'est pas que une démarche sociétale, une démarche de conviction humaine, mais c'est aussi une démarche de performance. Et c'est ça que j'aime beaucoup, et c'est ce que nous mettons sans cesse en avant, parce que c'est ce que je vous disais quand je disais, pour satisfaire les clients, nous devons en passer par là. Et ça, c'est super, ça veut dire, on dirait que les planètes sont alignées là. D'un côté, d'un point de vue sociétal, on en avait la conviction, il faut qu'on le fasse, mais aujourd'hui, ce n'est plus que ça. C'est aussi une démarche business et de performance que d'être en mesure de rassembler des profils très différents au sein d'une entreprise pour la faire grandir. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans cette charte et on l'a re-signée du coup, comme pour bien montrer qu'on validait encore et encore cet engagement qu'on prend autour de la diversité. Merci beaucoup, Jaleh. Juste une chose aussi, Hélène, dans Delphine Ernotte, quand elle a notamment été interviewée dans Le Monde, donc elle a réexpliqué que son fil rouge, c'était donc la diversité à la fois des contenus, mais elle a rappelé aussi qu'elle souhaitait de la diversité au sein même du groupe France Télévisions. Et notamment, je crois que vous prévoyez au sein de France Télévisions en 2021 de recruter 200 alternants issus de la diversité. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mesures comme ça qui vont être prises qui vont être initiées pour 2021?
Oui, en fait, tout ce travail d'ensemble, évidemment, ne concerne pas que les programmes. Moi, je vous parle de ma partie, mais en réalité, comme je vous le disais, ça concerne tous les services de la maison, y compris les ressources humaines, l'information, etc. Donc, c'est vrai que c'est un élément d'ensemble, comme nous avons eu, comme nous avons fait ce travail, d'ailleurs, sous l'impulsion du CSA, avec un, un document que nous partageons sur l'évaluation de la présence des femmes à l'antenne. Et on s'est aperçu, pour nous, c'est l'exemple type, que au sein du COMEX, au sein des instances dirigeantes, au sein des réunions syndicales où on travaille à un accord de partenariat égalité homme-femme qui aujourd'hui donne ses fruits, puisque à chaque fois qu'un poste est en consultation, on propose à la fois un homme et une femme. Alors, il y a eu au début cette réticence que les femmes n'étaient pas spontanément candidates. Donc, il a fallu faire un travail comment dirais-je, de média training, entre guillemets, pour inciter les femmes qui avaient ces compétences de se présenter. Donc, tout ça, c'est évidemment du long terme, mais ça donne aujourd'hui des résultats parce qu'aujourd'hui, sur quasiment les 3/4 de nos instances dirigeantes, on est à parité. Donc, ça ne vient pas tout seul, c'est clair. Il faut des outils qui nous permettent de faire prendre conscience à tout le monde de cet outil, de cette capacité de performance, comme dirais-je, et qui est important parce qu'on s'aperçoit que quand il y a une vraie mixité dans la société dans laquelle nous travaillons, ben, il y a effectivement une poussée de la performance très importante. Donc, et ce n'est pas seulement sur l'égalité homme-femme, c'est aussi sur la diversité. On en a fait le constat, en tout cas au niveau des programmes, c'est flagrant. Donc voilà, c'est cet aspect-là qui touche, qui est pour nous le modèle, c'est effectivement ce qu'on a réalisé sur les femmes et qu'il faut étendre aux autres axes de la diversité. Merci beaucoup, Hélène. Sylvie, vous nous en avez dit quelques mots tout à l'heure sur justement l'engagement du groupe Bayard Presse à plus de diversité au sein même de son organisation. Je vous laisse, vous voulez rajouter quelque chose? Très rapidement, dire qu'effectivement, on a beaucoup axé cette année, puisqu'en fait, il y a le forum de l'égalité qui devait avoir lieu en juin 2020 et qui aura lieu en juin 2021. Et nous travaillons avec la fondation Gates, effectivement, sur l'égalité homme-femme. Alors, pour ceux qui seront intéressés, on a fait une étude auprès des enfants qui est absolument passionnante en avril 2020, où on a à peu près 1500 réponses d'enfants de 6 à 13 ans. Je pense qu'ils ont à peu près tout compris et tout y est dit. Lorsque j'entends en verbatim « être un garçon, c'est bien, il y a moins de choses à faire » de la part de Julie, 11 ans, je pense qu'elle a assez bien compris le problème. Et ce qui est très intéressant dans ce dossier, non mais c'est vrai, je faisais travailler mon fils hier et il était sur une règle de grammaire qui était le masculin l'emporte sur le féminin. Et en fait, je l'entendais ânonner ça et je lui dis en fait, voilà. Donc il y a des règles de grammaire qui deviennent en fait des règles de vie sans qu'on s'en rende compte. Et effectivement, il faut s'opter sous ça. Donc, les enfants arrivent avec un certain nombre de solutions qui sont très intéressantes parce qu'elles reprennent les solutions que l'on a déjà dites. Ils adressent la problématique de la loi, mais aussi il y a l'enjeu des manifestations qui revient quand même, qui est quelque chose qui en aura à voir avec cette nouvelle génération. Intervention dans les écoles et surtout par le travail d'associations dédiées. C'est ce qu'ils demandent. Dans leurs demandes, elles sont là. Donc, ils ont tout à fait conscience, en fait, qu'il y a déjà des lieux précis sur lesquels qui peuvent leur apporter un certain nombre de réponses. Voilà. Et donc, ils sont tout à fait conscients de ça. Et je pense qu'il y a une chose qui nous manque en France, c'est que tout compte fait, on a assez peu de littérature sur ces sujets. Et qu'aux États-Unis, effectivement, le mouvement a été nourri énormément d'écrivaines, de personnalités. Vous voyez, Melinda Gay, sur qu'elle s'engage, il y en a d'autres. Elle va vous dire we all have a bias. What is important is what you're going to do with it. C'est ça l'importance. C'est de prendre conscience que oui, il y a des biais, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut qu'on en ait conscience plutôt que de se dire que déjà ce que nous faisons est bien, etc. Donc ça, c'est voilà. Et je ne donnerai qu'un deuxième livre, pour moi, qui a été une vraie découverte. C'est Caroline Criado-Pérez, c'est Invisible Woman. Et si vous avez besoin de data et vous rendre compte des biais induits que cela crée, sans qu'on s'en rende compte,
S'il n'y en a qu'un seul, lisez celui-là. Voilà. Merci beaucoup, Sybille. On va se précipiter alors à acheter ces livres-là, visiblement. Je voudrais, pour conclure ce webinaire, et avant de donner la parole à Yann Tanguy, le secrétaire général de la Charte de la diversité, je voudrais juste qu'on fasse un tour de table très rapidement, mais vraiment 1 ou 2 minutes chacune, pour que vous me disiez, pour vous, quelles sont les conséquences, la plus grande conséquence du manque de diversité dans les médias, ou quelle est, si vous souhaitez répondre à l'autre question, la nécessité, pourquoi la nécessité de diversité dans les médias? Alors, je ne sais pas qui veut commencer, on commence par Jaleh peut-être? Avec plaisir. Je pense, au vu de ce qu'on vient de se dire et à nouveau de ce que Sybille vient de confirmer sur cette jeune génération qui a tout compris, enfin sur les plus jeunes, franchement, moi, ils m'épatent. Et je suis ravie, d'une part, de les voir débarquer sur le marché du travail, d'autre part, de savoir que ce sont eux, les consommateurs, à très court terme et à moyen terme pour les 6-13 ans. Eux vont l'exiger de nous. C'est-à-dire, ils vont avoir 2 exigences très fortes et on le voit déjà. Bien sûr, c'est la planète, mais l'autre, c'est l'inclusion, c'est d'être à l'image du monde dans lequel ils ont envie de continuer à grandir. Donc, si on ne le fait pas, ce sont des clients qu'on va perdre. Donc, en fait, on n'a pas le choix. Je sais qu'on est convaincu qu'on ira, mais ce que j'aime, c'est que le marché va nous dicter. Et donc, faisons-le avant d'en arriver à avoir des sanctions parce qu'on ne nous achètera plus, parce qu'on n'est pas assez inclusif. Devenons inclusifs avant cela. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire en conclusion. Merci beaucoup, à Géraldine. Je vais passer la main à Géraldine. Ah, il faut mettre le son. Ah, c'est vrai que c'est… Vous ne m'entendez pas? Géraldine? Non, ah bah voilà, c'est bon, ça y est, maintenant c'est revenu. Oui, je disais que je rejoignais Jaleh sur ce qu'elle vient de dire. Effectivement, voilà, le risque, c'est que les personnes qui ne se retrouvent pas sur les antennes de télévision, représentées sur les antennes de télévision, se détournent de la télévision. Et le risque aussi, c'est que voilà, le défi, c'est qu'elles se sentent, enfin que tout le monde se sente partie prenante de la société et que forcément, si on ne se retrouve pas à l'antenne, on se sent complètement exclu. Merci beaucoup, Géraldine. Hélène? Oui, ben, ça va complètement dans le sens de Jaleh et Géraldine. Moi, j'irais plus loin, c'est-à-dire c'est pas seulement des consommateurs qu'on perd, c'est des citoyens. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on exclut une partie de la population dans sa représentation, on l'exclut dans sa capacité à se représenter dans la société elle-même. Et toute une part de la société qui nous tourne le dos, donc à la bonne marche de cette société avec ses codes, ses droits, ses devoirs, etc., c'est le début de la fracture sociale. On en voit aujourd'hui un certain nombre de conséquences. Donc, on a une très lourde responsabilité, nous les médias, sur la cohésion sociale. Et effectivement, je suis plutôt optimiste en regardant les chaînes numériques qui sont beaucoup plus marquées par la diversité en réalité que les chaînes linéaires aujourd'hui. Donc, ces chaînes numériques, j'ai bon espoir qu'elles influencent fortement les chaînes linéaires. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment la cohésion sociale qui est en jeu. Et à une époque où on voit quand même que les fractures sont fortes, c'est à nous de pouvoir y remédier. Donc, on a une responsabilité énorme. Merci beaucoup. Et Sybille, aussi, le petit mot de la fin pour vous, de votre côté. Je n'ai pas plus à rajouter qu'effectivement cet enjeu de cohésion sociale et d'inclusion qui est quand même effectivement une très grande responsabilité. N'oublions pas qu'effectivement, il y a quand même un repli identitaire sur lequel on voit quand même beaucoup monter en France et sur lequel il nous faut agir de façon forte. On a vu qu'il y a effectivement cette tendance des gens, alors qui étaient très à l'anglo-saxonne, mais tout de même des somewhere et everywhere. Il y a quand même des gens qui se sentent en périphérie. Et il y en a qui se sentent partout, mais d'autres qui se sentent absolument nulle part. Et c'est bien ces nulle part qu'il nous faut adresser aujourd'hui et rapidement. Merci. Merci beaucoup. Alors, je veux juste vous poser une question. Il y a une personne qui a posé une question, on ne lui a pas répondu, donc on va en profiter. Juste avant de donner la parole à Yann Tanguy, c'est M. Landowski qui pose la question suivante. Ne pensez-vous pas qu'il y a une question primordiale, le système éducatif en France, car tout part de base et le reste est ressenti
et exclus par un système archaïque de pensée très monarchique. Voilà, alors je ne sais pas qui veut commenter ça ou répondre ça très très rapidement parce qu'on a pris un peu de retard. Alors, je pense que c'est plutôt Sybille qui est la mieux placée pour ça, mais c'est vrai que nous, on a créé avec les autres médias de service public une plateforme qui s'appelle Lumni, qui permet de soutenir le monde éducatif, les professionnels de l'éducation, en apportant, si c'était à faire, mais c'est toujours utile, une modernité et une façon de voir effectivement extérieure. Donc, je pense que tout ça est sur la bonne voie. Il faut travailler main dans la main avec le secteur éducatif, en tout cas nous les médias. Je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, merci Hélène, c'est l'enjeu d'un webinaire en soi. Donc, effectivement, je pense, Bayard a toujours été considéré comme France Télévisions, effectivement, un tiers-lieu éducatif entre l'école et les familles. C'est bien cette relation-là que nous avons. On a la responsabilité d'un peu plus d'1,5 million d'abonnés côté jeunesse, donc c'est autant de familles dont nous parlons. Je pense que le rôle, effectivement, c'est de la complémentarité, pas de l'opposition entre les choses, entre les apprentissages et qui sont faits à l'école et en dehors de l'école et qui ont besoin de s'inscrire dans une continuité. On voit bien qu'effectivement, la crise que nous vivons aujourd'hui permet d'avoir une accélération avec le digital et qui, on l'espère, pourra réduire ces fractures qui sont effectivement une réalité et un système qui se doit de changer, en effet. Merci beaucoup. Je vous remercie à toutes pour vos interventions très, très intéressantes. Et là, pour conclure, je vais donc laisser la parole à Yann Tanguy, secrétaire général de la Charte de la diversité. Bonjour Yann. Bonjour, merci Nathalie et bonjour à toutes les quatre. Alors, donc je suis Yann Tanguy, secrétaire général de la Charte de la diversité. Et j'ai la charge et la difficulté de conclure. Vraiment, j'ai pas l'habitude de le dire, mais après tout ce que vous avez dit, c'est très difficile. Alors, peut-être reparler un tout petit peu de la charte. Alors, vous le savez, la charte engage ses signataires à représenter la diversité au sein de leur entreprise. Alors, pourquoi finalement aujourd'hui un webinaire pour parler des médias? Alors d'abord parce que certains de nos signataires sont des médias, mais ça je dirais que c'est pas le plus important. C'est surtout, et c'est ce que vous avez rappelé dans vos mots de conclusion, je me permets du coup d'insister à nouveau, parce que les médias donnent à nous tous une image de la société, y compris celle du monde de l'entreprise. Et là, je fais un focus sur la situation économique et puis notamment les jeunes. C'est très important parce que ce qui est donné à voir du monde de l'entreprise dans les médias va impacter bien sûr les jeunes dans la façon dont ils peuvent se projeter avec leur diversité, avec leur singularité dans des trajectoires professionnelles. Et donc ça pose les questions à la fois du champ des possibles, mais aussi, et vous l'avez bien décrit, de l'autocensure. Et puis ça pose la question et la problématique plus générale de la cohésion sociale. Donc on voit l'immense responsabilité des médias sur cette question. Alors, vous avez tous apporté énormément de témoignages très intéressants, des constats, des partages d'initiatives très, très inspirantes, des conseils de lecture aussi que j'ai notés. Merci Sybille. Voilà. Merci spécial à Géraldine pour la présentation du baromètre qui permet aux médias de prendre conscience et surtout d'orienter leur politique de diversité sur les bons sujets. On a eu des initiatives très inspirantes de la part de France Télé avec le focus qui nous a été donné sur la diversité ethnoculturelle et le handicap. Cette cohérence aussi entre la diversité dans les programmes et puis la politique de diversité interne avec l'engagement sur l'alternance, très important. Je vais revenir sur deux ou trois messages que vous avez donnés et qui sont très caractéristiques de l'état d'esprit de la charte et des entreprises pour la cité, l'association qui porte ce programme. En reprenant, je me permets de citer Sybille, une phrase. Voilà.
qui était prononcé pour les jeunes et qui montrait toute l'ambition des contenus éditoriaux pour vous, c'était être soi et oser prendre sa place dans la société avec toute sa singularité. Ça met d'ailleurs en avant le magnifique métier des maisons d'édition sur la jeunesse et ça nous montre aussi à quel point la prévention est notre meilleur atout et notre meilleur levier. Et tout ce qui peut être fait en contenu, en message, dans ces magnifiques ouvrages est très important pour agir. Donc voilà, souvent on dit à nos signataires, très important de traiter le sujet de diversité, mais quand on peut agir en prévention, ça a bien plus d'impact. Autre point qui a été repris, notamment par Jaleh, c'est le sujet de l'amélioration continue. C'est-à-dire, voilà, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire, hein, qu'on avait avancé, qu'on s'était amélioré, mais on sait que le chemin est encore long. Et donc, à la fois l'amélioration continue avec la prise en compte de baromètres et puis ces engagements, si j'ai bien compris, qui sont pris régulièrement auprès du CSA et la revue de ces engagements. Et puis aussi cette tonalité particulière de la dédramatisation. Alors pourquoi on dédramatise? Pas pour nier le problème et se cacher les yeux. On dédramatise souvent pour mieux communiquer, plus efficacement et engager des actions très concrètes. Donc c'est le ton, je pense, de Et ta sœur et ton frère pour voilà, engager des petits pas, se mettre dans la voie de l'amélioration continue. Alors, en ce moment, je vois que ouais, il faut conclure. On est en plein dans notre tour de France de la charte de la diversité qui a démarré à Toulouse il y a quelques semaines, qui finira à Paris dans quelques semaines en février. France Télé, notre grand partenaire sur ce tour. C'est un tour essentiellement digitalisé cette année, donc vous pouvez tous nous suivre. Donc suivez nos actus, on traite des sujets à chaque étape différents. Sur les thématiques de diversité. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre nos actus, chartediversité.com. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui ne sont pas encore signataires, à nous rejoindre, à signer. Et Jaleh vous a dit, on peut re-signer parce que troisième message, en plus de la prévention, de l'amélioration continue, de la dédramatisation, ça fait même un quatrième. Ce qui est très important sur ces sujets, c'est de communiquer. C'est pour ça aussi qu'on fait ces webinaires, pour s'inspirer les uns les autres, pour dire ce qui ne va pas et dire comment on peut agir et mieux faire. Voilà, communiquer, c'est la clé pour progresser sur la diversité. Donc signer et re-signer. Voilà, ça sera le mot de la fin. Grand merci à vous toutes, aux intervenants et à Nathalie d'avoir organisé ce webinaire. Et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.